Bonjour, heureux de vous retrouver sur ce talk Milipol 2005 pour parler ce matin de la menace NRBC et des grands événements. Alors autour de moi, pour parler de ce sujet, beaucoup d'industriels et un grand centre de recherche. Donc je vais vous présenter nos invités très rapidement et puis nous rentrerons tout de suite dans le sujet. Donc à ma droite, Éric Damien de la société Proengin, qui produit donc des détecteurs NRBC. On va le voir en plus en détail. Christophe Bossuet à sa droite du CEA, le centre le commissariat à l'énergie atomique. On parlait de centre d'études, donc j'étais mal barré. Donc commissariat à l'énergie atomique. En face de lui, donc Brian Berry de la société Smith. À sa droite, Bruno Valaillé de la société Bertin, qui est également le président du GE Défense NBC. Et enfin, Bruno David de la société NBC6. Donc beaucoup d'industriels, un spécialiste du NRBC au sein du CEA. On rappellera que le CEA est en France chargé du programme interministériel NRBC pour ce qui concerne le volet R&D. Et donc, nous allons parler de ces grands événements qui arrivent, la COP21, l'Euro 2016 l'année prochaine, pour ne parler qu'à de la France, mais il y a d'autres grands événements dans le monde qui arrivent également. Et on peut dire que la menace NRBC fait maintenant partie du paysage en matière de préparation et de sécurité et de réponse à pour ce type de menace, à ces grands événements. Alors juste un petit fait d'actualité, puisque peut-être cela vous a échappé dans la presse, mais hier, je dirais qu'un arrêté a été pris par le gouvernement pour mettre à disposition des hôpitaux de la part du service de santé des armées du sulfate d'atropine, c'est-à-dire que est-ce une menace en regard de la COP21 qui arrive ou une mesure de précaution? Certainement, en tout cas une mesure de précaution, puisque, comme nous le disions, la menace NRBC fait partie du paysage. Alors, on va faire un petit point sur, finalement, qu'est-ce que c'est que la préparation NRBC face à ce grand événement. Il y a la partie avant, donc toute la partie de préalable d'analyse du risque, d'analyse de la menace. Ça, c'est plutôt le travail des services spécialisés, on ne viendra pas trop là-dessus. Ensuite, il y a la partie détection. Que se passe-t-il si un événement... s'il y a une suspicion, détection, levée de doute. Et puis ensuite, il y a la partie pendant. Si jamais un événement avec un risque toxique ou radiologique arrive, quelles sont les procédures, comment les matériels sont utilisés. Et ensuite, après, toute la partie, évidemment, décontamination et forensique sur ce type d'agent. Donc, un vaste sujet. Et on va peut-être démarrer, je dirais, par une question à Bruno Valaillé sur un petit peu comment s'organise finalement un grand événement comme celui-là et quel est le rôle des industriels vis-à-vis des pouvoirs publics et des organisateurs de ces grands événements, parce que en fait les compétences sont un peu dispersées sur ce sujet. Dispersé est un terme intéressant qu'on ressortira. Les compétences effectivement sont pas claires. C'est-à-dire que nous avons d'un côté des organisateurs de grands événements qui, jusqu'à présent, ne prennent pas en compte la menace NRBC dans leur dispositif, se remettant à l'État pour la prendre en compte. Et de l'autre côté, un État, et là on va retrouver une première ambivalence un peu sur cette menace NRBC, un État qui, alors bon, la situation est variable suivant les États et suivant le niveau de préparation, mais pour parler de la France, possède des forces de sécurité, qu'elles soient police, gendarmerie, pompiers, SAMU, ministère de la Santé, etc., qui sont plutôt formés aux menaces, qui savent les gérer, en revanche qui manquent cruellement de matériel, en particulier pour certaines étapes majeures du process de couverture d'un événement NRBC, qui est tout ce qui est autour de la détection rapide de la menace, de la capacité à détecter rapidement l'événement, à identifier l'événement, et à fournir au commandant des opérations de secours des bonnes informations sur la menace et comment la traiter. Alors, Christophe Bossuet, je dirais depuis un certain nombre d'années, le CEA travaille beaucoup sur ces questions de recherche et développement pour faire évoluer les concepts, parce que jusqu'à présent, on était plutôt dans le constat du fait et, je dirais, la réponse tant bien que mal en matière de décontamination des personnes et de médicalisation, de contre-mesures médicales. Aujourd'hui, l'ambition est d'aller beaucoup plus loin. Alors, où est-ce qu'on en est un petit peu dans, je dirais, ce qu'on est capable de faire en matière de détection de la menace? Alors, déjà, je voudrais commencer. C'est effectivement, certes, la techno, c'est important. On développe des technologies, des nouvelles technologies, mais ça doit s'insérer évidemment dans des concepts d'emploi et bien accroché aux besoins. C'est-à-dire une technologie toute seule qu'on développerait dans un laboratoire, sans un concept d'emploi bien identifié, sans un besoin identifié, et sans ensuite des transferts technologiques aux industriels qui vont pouvoir le mettre sur le marché, évidemment, ça ne sert pas. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on s'est engagé.
Le programme NRBC nous a été confié en fait en 2005, suite aux attentats de 2001. Donc, pour résumer, on partait d'une situation de départ où dans le domaine nucléaire radiologique, il existait des éléments de manière historique. Dans le domaine biologique, des lacunes majeures existaient. Et puis dans le domaine chimique, on va dire que c'était un peu intermédiaire entre les deux. Depuis effectivement maintenant 10 ans, des progrès majeurs ont été faits, et notamment autour des concepts d'emploi. Et notamment, je pense à la biologie. La biologie, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des chaînes analytiques complètes qui va de l'alerte, de la collecte, jusqu'à l'identification et la confirmation de terrain. Et on a, on va dire, en partie rattrapé un certain nombre de retards qu'on pouvait avoir par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur des concepts d'emploi, comme je le disais. Par exemple, dans le domaine NR, aujourd'hui, il existe, dans certains endroits en France, des surveillances, des réseaux de balises qui font de la surveillance en temps réel et qui permettent de générer une alerte, mais aussi également de la confirmer, soit sur le terrain, soit en base arrière, lorsqu'on va analyser plus finement le spectre, et ça va permettre de déclencher l'alerte uniquement à bon escient. Alors, là, on a parlé un peu radiologique, un peu biologique. Bon, l'alerte chimique, elle, je dirais, on peut, pour certains agents, voir les effets quasi immédiats sur les individus, malheureusement. Pour d'autres, c'est un peu plus sournois. Là, nous avons deux fabricants, je dirais, de dispositifs de détection et d'alerte chimique, sur des technologies d'ailleurs différentes. Alors, peut-être poser la question, vous avez lancé un nouveau produit hier, donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le domaine de la détection chimique? Par rapport à la chimique, oui, on a plusieurs systèmes de détection. On a les systèmes qui sont plutôt portiques, on a les systèmes qui sont déjà dans les événements, qui étaient déjà passés menace. On a les systèmes, on peut rentrer dedans là, protéger, on est bien correctement et prendre les particules en trace ou en bulk. Donc, on a les systèmes pour détecter ça. On a aussi les systèmes qui sont branchés sur un gendarme, policier, personne qui va rentrer dans une zone, peut-être en menaçant, qui va détecter, par exemple, les choses comme les TIC, les Toxic Industrial Chemicals, les CWA, les Chemical Warfare Agents, oui, globalement, voilà. Et les agents toxiques industriels. Donc, on peut détecter ça avant un événement avec les agents qui gardent ça porté sur eux-mêmes. Donc, toute la partie détection individuelle. Oui. Et on a aussi les systèmes, on peut prendre si on voit une menace potentielle, on a l'équipement aussi pour prendre, pour vérifier ce produit. Il n'est pas menacé, on a l'équipement pour porter juste à côté la menace potentielle. Alors, Eric, comment peut-on aujourd'hui avoir des systèmes de détection? Vous faites aussi, vous, la détection des bâtiments, des infrastructures? Voilà. Les systèmes de détection, avec les différentes technologies qui sont sur le marché, on peut détecter virtuellement n'importe quoi. Je crois que c'est le scénario d'emploi qui est vraiment la clé. Le type d'événement, parce qu'évidemment, les systèmes de détection qu'on va mettre sur un événement qui se déroulerait dans un endroit fermé, une salle de spectacle par exemple, ou dans un stade, le concept d'emploi est complètement différent. Dans un premier cas, on va essayer d'empêcher les toxiques d'entrer. Dans le deuxième cas, c'est complètement différent, notamment avec l'apparition des drones. Je pense que il y a quelques années, c'était quasiment impensable d'envoyer un drone pour faire une attaque chimique sur un stade. Aujourd'hui, c'est parfaitement envisageable. C'est quasiment avec des produits d'e-commerce. Donc les concepts d'emploi sont vraiment la clé du système, à mon avis, parce qu'au niveau nous, on fait des systèmes de détection 24 heures sur 24 pour détecter une menace dans une pièce. On a aussi des systèmes qui permettent de vérifier sur une personne si une personne transporte des produits chimiques. Mais c'est évidemment, on revient à l'État et aux utilisateurs, c'est à eux à nous dire, leur scénario, et ensuite on peut leur proposer le produit. Donc, Bruno Valayer, vous travaillez aussi non pas sur ce qu'on appelle la détection point à point, mais sur la détection à distance. Effectivement, nous avons, dans ces dernières années, développé une technologie qui est complètement unique, qui permet de faire une détection des menaces chimiques sous forme de vapeur, sous forme de gaz, à distance. Alors quand on dit à distance, ça peut être la distance à l'intérieur d'un stade, donc quelques centaines de mètres, mais suivant la quantité de gaz en jeu, ça peut être jusqu'à quelques kilomètres, 3, 4, 5 kilomètres, suivant les conditions atmosphériques et suivant la quantité de gaz. On voit bien là tout l'intérêt d'une technologie qui permet d'avoir une large couverture, c'est-à-dire de détecter
la présence du gaz en temps réel sur une large zone, donc en temps réel, et avec une caractéristique majeure de notre technologie, c'est qu'elle permet au moment de la détection d'identifier le terme source, de localiser le terme source de la menace, de voir de là où il y a la fuite, là où il y a eu l'explosion qui déclenche le gaz, là où le terroriste a cassé son ampoule de liquide qui s'est vaporisé en gaz, ce qui permet tout de suite aux opérations de secours, aux opérations de sécurité en tout cas, de circonscrire la zone et d'intervenir dans la zone pour aller faire des confirmations, pour aller évacuer les personnes qui sont impliquées et aller faire de la détection vraiment à ce moment-là fine et de l'identification fine avec les appareils de ces messieurs par exemple. On va venir sur la partie identification et la partie détection concept. Je pense notamment à des produits qui ont été développés entre le CEA et une BC6 sur la partie détection biologique. On va y revenir, mais je voulais revenir d'un mot sur le CEA, puisque vous avez aussi développé tous les outils de gestion de crise en termes je dirais, de projection de ces contaminations, qu'elles soient radiologiques, biologiques ou chimiques, donc à travers des outils. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, absolument. C'est des outils que l'on avait, nous, développés pour nos besoins propres à l'origine. En fait, ce sont des outils qui permettent de modéliser la dispersion d'un panache, que ce soit des particules ou un gaz, y compris dans des environnements complexes 3D, comme dans une ville, hein, et avec les interactions les effets Venturi, les effets Venturi, et les effets des bâtiments, etc. Et ça permet surtout d'avoir une idée de l'impact. Donc, assez rapidement, vous mettez dans le logiciel une quantité dispersée, vous mettez, bien sûr, il y a une cartographie qui tient compte du vent, de l'air, etc. Et ça vous donne tout de suite un dimensionnement de la crise. Alors, un dimensionnement en termes de contamination, est-ce que ça donne également des impacts sanitaires? Absolument. C'est l'originalité du système aussi, c'est que ça va jusqu'à l'impact et ça vous permet tout de suite de dimensionner aussi au niveau des plans blancs, etc., quel va être l'impact sur la population. Et c'est vraiment un système que l'on positionne soit en amont de la crise pour justement se préparer, c'est-à-dire faire des scénarios différents, imaginer qu'est-ce qui peut se passer si une attaque intervient par exemple sur un site X ou Y, et puis pendant la crise, des outils qui est le même, hein, mais de version simplifiée, qui permet vite de dimensionner les premières réponses des systèmes Alors, je pense que ce que vient de dire Christophe est important parce que ça permet de cibler une différence principale, une des différences principales, au-delà du risque, de l'occurrence, du fait qu'il n'y en a jamais eu pour l'instant sur le territoire ou peu, etc. Une des différences principales entre une attaque NRBC et une attaque classique, comme malheureusement nous avons vu ce week-end, à l'arme de guerre ou à l'explosif. C'est la zone concernée. La zone qui va être impliquée dans l'attentat, dans le cas d'une attaque NRBC, sera immédiatement extrêmement étendue et extrêmement grande, due au phénomène de propagation de la menace, que ce soit sous forme d'un gaz, que ce soit une bombe sale avec des particules radioactives qui vont se retrouver dispersées dans l'atmosphère, que ce soit des bactéries ou des aérosols biologiques qui vont se retrouver emportés dans le vent et avec la capacité de repousser après dans le temps sur des zones très larges. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment où on attaquera à un point, la zone concernée par l'attaque sera extrêmement étendue, beaucoup plus étendue qu'une zone classique. C'est là où les outils de gestion de crise Exactement. sont totalement liés à la capacité de détection, d'analyse Exactement. et de réponse des différents dispositifs. Et actuellement, force est de constater que les outils qui sont à la disposition de nos forces qui sont bien formées sont des outils d'intervention, donc qui sont utiles au moment où les équipes interviennent. Mais au moment où les équipes interviennent, c'est déjà trop tard. Le produit a déjà été dispersé, le produit est déjà parti dans le vent, entre guillemets. Alors, je voulais venir justement justement extrêmement difficile de faire cette modélisation. Je voulais venir sur ces aspects d'inspection, puisque finalement, lorsque on voit des grands événements, ça veut dire des milliers de personnes ou des dizaines de milliers de personnes qui vont assister ensemble dans des enceintes fermées ou ouvertes, enfin en l'occurrence les stades c'est relativement ouvert, à, je dirais, un événement. Et donc, évidemment, lorsqu'on pense à des produits chimiques ou des produits biologiques, c'est encore pire, les quantités ne sont pas forcément extrêmement importantes, puisqu'avec 1 kilo de sarin, on fait quand même beaucoup de dégâts. Donc, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a des techniques d'inspection? Je n'oublie pas Bruno, parce qu'il n'a pas encore parlé, mais on va venir sur les questions de détection de sites, où là, il y a des choses à dire. Mais je voulais revenir sur ces aspects d'inspection, parce qu'un des vrais sujets des grands organisateurs, c'est comment on inspecte les gens. Parce que là, vous n'avez pas de portique. Alors, on va revenir, il y avait l'idée des portiques, mais encore faut-il avoir des fuites. S'il n'y a pas de fuite, comment on fait? Vous avez tout un tas de menaces pour lesquelles les portiques sont très efficaces. À Londres, pendant les Jeux Olympiques, ils ont mis en place des portiques de détection NR. Que je sache alors, NR, oui. Ben, déjà, vous couvrez une partie de la menace. Ouais. Que je sache pour l'Euro 2016, c'est pas prévu. Alors, effectivement, NR, des portiques existent, hein, notamment commercialisés par certains industriels autour de la table.
En revanche, c'est vraiment la limite technologique aujourd'hui. C'est-à-dire que dans d'autres secteurs, notamment biologie, la surveillance et chimique, la surveillance des foules, des masses, sans arrêter le trafic, des gens qui rentrent, parce qu'il faut que les gens rentrent vite quand même dans le stade, et bien ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et on travaille beaucoup dessus, mais c'est vraiment une limite technologique qu'on essaye de dépasser, tout en étant suffisamment sensible, parce qu'il faut quand même détecter des traces, et sans générer trop de fausses alarmes. Et c'est vraiment tout l'enjeu de la R&D qu'on mène actuellement. Et c'est vraiment un des véritables enjeux. On avait un peu le même système sur les explos, mais les explos, c'est quand même plus facile, la détection. Les radiations aussi. Et pour les parties chimiques, on a les appareils portiques qui les opérateurs. Puis quand ils passent les gens qui entrent à un grand événement, on a les systèmes qu'on peut porter juste à côté pour vérifier s'ils ont quoi que ce soit comme chimiquement. Et si on peut prendre les systèmes comme la trace, on a les systèmes de trace aussi. Voilà, alors c'est des technologies de trace. Quand on prend l'avion, il y a des systèmes de détection d'explosifs derrière les portiques de sécurité quand on prend l'avion. Des systèmes de détection de traces s'il y a des traces, entre guillemets. Voilà. Alors la différence, c'est quand même que pour un avion, on fait rentrer une centaine de personnes ou 200. Et là, on est un sur stade, des... on est 60 000 personnes, c'est complètement différent comme approche. Sans limiter le flux, sans ralentir les choses, et comment là, on gère derrière une alarme. Est-ce que c'est une véritable alarme? Est-ce que c'est une fausse alarme? Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de technologie parfaite dans l'absolu qui va répondre à l'ensemble de ces catégories-là. C'est plutôt une conjonction de technologies dans des concepts d'emploi bien réfléchis qui peuvent permettre d'amener une réponse sûre. En tout cas, il y a aussi des systèmes lorsque une suspicion arrive, donc on a des systèmes de détection. Alors on en a parlé pour le chimique en détection, je dirais point à point, que ce soit les systèmes IMS ou la spectrophétrie de flammes pour les spécialistes. Il y a d'autres systèmes d'ailleurs, Raman, etc. Oui, le système aussi millimeter wave. Et puis les ondes millimétriques, absolument. Le vêtement, on a ça aussi. Donc là, on a la détection effectivement de tout type. Et puis, qu'est-ce que c'est au-dessus le vêtement? Mais si c'est un fur, si c'est juste les mouchoirs, et c'est capable de détecter tout ça. Oui. Donc on a des capacités de détection des personnes de manière globale, et pas forcément de l'agent, on va dire. Et donc c'est là qui est intéressant. Mais lorsqu'il y a une suspicion, vous avez aussi des moyens de réaction. Je voulais qu'on parle un petit peu justement des systèmes de détection, puisque dans le biologique, là, on n'a pas de système de détection automatique instantané. Il y a d'abord la collection de l'échantillon et puis son analyse derrière. Donc Bruno, vous travaillez sur ces questions-là? Oui, on a travaillé d'ailleurs un transfert de technologie qui vient du CEA sur des tickets de prélèvement d'agents biologiques très simples d'emploi, sélectifs. Parce qu'il faut aussi penser lorsqu'il y a un événement de ce type, à la formation des primo-intervenants. On n'a pas nécessairement des docteurs en chimie, des docteurs en biologie instantanément disponibles. Donc il faut aussi penser que les primo-intervenants peuvent faire de la détection et de l'identification un peu en urgence, avec des moyens simples, sans avoir une formation, un background de scientifique. Donc là, on a dans les domaines chimiques et biologiques des systèmes d'identification de terrain qui peuvent amener des réponses intéressantes aux primo-intervenants. Alors, on a vu un petit peu avant la problématique de l'inspection, les limites, les différentes technologies en matière de détection d'incidents, que ce soit sur site ou à distance. On reviendra à la fin, si vous le voulez bien, sur comment mettre tout ça en musique dans le cadre d'un grand événement, mais je voudrais passer à la phase d'après, c'est-à-dire relâchement, détection, et à ce moment-là, le problème se pose puisqu'on a affaire à un certain nombre de victimes, et donc dans ce cadre de victimes d'un agent radiologique ou chimique, se posent des questions d'intervention. Alors, on l'a vu avec les contre-mesures médicales. Alors, il n'y a pas de grands spécialistes des contre-mesures médicales, mais un petit peu au CEA quand même, travaille un petit peu. C'est un vrai sujet, les contre-mesures médicales, parce que finalement, on le voit bien avec l'arrêté qui a été pris hier, les hôpitaux civils, comme ils ont peu l'habitude de faire face à des massacres à l'arme automatique dans les villes, comme on en a malheureusement connu ce week-end, et que c'est vrai que c'est une chirurgie et c'est une prise en charge de victimes très particulière. La prise en charge de victimes atteintes d'agents chimiques, notamment neurotoxiques, mais pas seulement, est une prise en compte particulière. Alors, ça nécessite des contre-mesures médicales. Comment on est préparé à ça? Alors, la préparation, moi, je vais pouvoir parler des aspects R&D, on va dire.
effectivement, il existe des choses. Notamment, on a bien vu l'atropine, des réductions symptomatiques, des anticonvulsants. Il y a des oxymes aussi qui permettent de, on va dire, Régénérer. limiter l'impact d'un organophosphoré. Après, évidemment, sur toutes ces thématiques, il y a vraiment besoin, à un moment donné, de nouveaux traitements qui sont encore plus efficaces. Donc, effectivement, y compris le CEA, il y a un certain nombre de recherches qui se mènent dans ce domaine-là. En revanche, il y a un message que je souhaiterais faire passer aujourd'hui, c'est que ce sont des recherches qui sont évidemment compliquées, puisqu'on va mettre ça chez l'humain. Donc après, ça demande des validations qui sont à la fois longues, compliquées, qui demandent des investissements budgétaires majeurs. Et aujourd'hui, au niveau européen, les cadres de maturation de ces projets-là, au-delà de la R&D, mais simplement en termes de validation clinique et préclinique, sont difficiles à trouver, je vais dire ça comme ça. Et donc, Oui. c'est des marchés qui sont très particuliers, qui sont quand même très restreints avant la crise. Malheureusement, on voit bien qu'une fois que la crise est déclarée, il y a des intérêts majeurs à avoir des contre-mesures. Et là, on va dire que le passage de la R&D à des véritables médicaments est aujourd'hui assez complexe. Alors là, moi, je peux me permettre un commentaire, c'est des sujets que je suis aussi depuis un certain nombre d'années. On s'aperçoit effectivement qu'on n'a pas créé en Europe le BioShield américain et le BARDA américain, qui sont des programmes qui permettent réellement le développement de contre-mesures médicales sur des marchés qui n'intéressent pas l'industrie pharmaceutique s'il n'y a pas de commande étatique, puisque ce sont des pathologies qui n'existent que face au terrorisme et face à la guerre chimique ou biologique. Donc c'est une véritable difficulté. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on se retrouve dans ce domaine souvent face à des sociétés américaines qui ont le monopole des dispositifs, que ce soit vaccinaux, que ce soit de contre-mesures médicales, parce que les investissements américains sont bien au-delà. Alors, c'est peut-être pas à la portée d'un seul pays européen, quel qu'il soit, mais c'est probablement à la portée de l'Europe tout entière, et on peut regarder ça, je dirais, et je dirais faire passer le message qu'il serait important de s'en préoccuper. Et si je puis me permettre, il y a un double intérêt. Évidemment, il y a un intérêt dans le domaine du NBC, mais souvent on parle d'agents qui sont aussi des agents duaux, qui causent des problèmes de santé publique. Et on a bien vu que dans le cadre de la crise sanitaire Ebola, un certain nombre de solutions diagnostiques, voire thérapeutiques expérimentales, viennent des problèmes de biodéfense, parce que c'est des agents qu'on considère à la fois NBC et santé publique, et le fait de se préserver, de protéger, d'avoir des véritables programmes de développement jusqu'à la molécule, jusqu'au marché, dans l'NBC, ça sert collectivement beaucoup plus largement. Alors, derrière cela, il y a toute la process de prise en compte des victimes, notamment de victimes qui seraient contaminées, et là, on passe sur les process qui sont un peu plus lourds et qui sont souvent consommateurs de personnel, et qui sont complexes et qui sont difficiles, qui sont les problèmes de décontamination des victimes. Alors vous travaillez, Bruno, sur ces questions-là également. Oui. Décontamination des infrastructures, décontamination des personnes. Aujourd'hui, il existe des solutions techniques. Les solutions techniques existent, les équipements existent, sont au point dans ce domaine. Mais ça passe, je pense, par beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement des primos intervenants, justement pour gérer le flux, suivant la gravité de la contamination de la victime, suivant la période de l'année, entre l'été et l'hiver, par exemple, les notions de déshabillage, de douche de décontamination, de checking, d'orientation derrière sur des postes médicaux avancés ou des systèmes de ce type, passe par un entraînement poussé, et également, je dirais, non seulement la décontamination, mais l'équipement et la protection des primos intervenants. On voit... Penser équiper une personne avec une tenue level niveau 1, scaphandre aérien, etc., pour faire des gestes médicaux, c'est pas envisageable. Il existe aujourd'hui des équipements de protection individuelle adaptés aux personnels médicaux, qui sont issus de programmes européens. Mais comme l'a dit Christophe pour les médicaments, sur ces équipements-là, c'est la même chose. Si derrière, il n'y a pas des quantités à produire, ça reste au stade de la R&D. On va dire les choses très directement. Il y a relativement peu de commandes au plan européen sur l'ensemble de ces équipements, que ce soit de terrain, etc. Les équipements durent 10 ans. Et on a du mal à renouveler les générations par manque de crédit, ce que l'on voit moins aux États-Unis pour des questions purement de crédit, simplement, et de prise en compte de la menace. Donc ça, on le voit bien dans les équipements où aujourd'hui, aux États-Unis, l'ensemble des personnels ont des systèmes d'assistance respiratoire. En France, ça existe, mais c'est rare, etc. etc. Aux États-Unis, vous avez quasiment un détecteur nucléaire dans chaque voiture de flic. Dans chaque voiture de policier aux États-Unis, à minima les shérifs, je crois, il y a une obligation d'avoir un détecteur de radioactivité dans chaque voiture. On en est loin en France et en Europe. On y a même. On est loin en Europe. Alors,
Le dernier sujet que je voudrais aborder avant de revenir sur un petit peu le tour de table sur comment on pourrait mieux s'organiser pour préparer les grands événements et sur peut-être un concept global à décliner, c'est la partie forensique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit dans les enquêtes la nécessité extrêmement prégnante d'avoir rapidement l'identification de l'origine, de la source, pour pouvoir tracer les produits, que ce soit des radioéléments. On s'en souvient dans des enquêtes, je pense à l'affaire du polonium au Royaume-Uni, je pense à d'autres affaires. Et puis également de connaître les produits souches de manière à pouvoir orienter les enquêtes. Alors comment on travaille sur ces aspects de forensique? Enfin, là, j'aurais tendance à dire que c'est un sujet sur lequel, particulièrement en France, on est pas mal doté, on est même plutôt bon. Dès que vous abordez ces problématiques de forensique, on va aborder des problématiques de laboratoires hautement spécialisés, situés sur le territoire national, en base arrière, avec des gens très formés, des docteurs en biologie, des docteurs en chimie, avec de l'équipement lourd. Et objectivement, en France, que ce soit le centre d'études du Boucher ou le laboratoire de la ville de Paris, enfin, des gens comme ça sont plutôt bons et plutôt up-to-date, on va dire, pour faire ce genre de travail d'identification. Et on en revient là plutôt à l'entraînement de ces troupes-là, enfin de ces personnes et de ces laboratoires et de ces méthodes, pour bien qu'on travaille une espèce de normalisation des méthodes et que partout sur le territoire, quel que soit le laboratoire, on utilise les mêmes outils, et qu'on travaille un entraînement des équipes qui tournent, qui ne sont pas forcément les mêmes d'une année sur l'autre, mais pour que les protocoles, on soit sûr qu'ils soient bien appliqués. Moi, à titre personnel, j'ai tendance à penser que c'est pas sur ce segment-là qu'on pêche le plus. On pêche le plus c'est plutôt dans la partie... Alors, on est à Millipol et donc nous avons un bruit ambiant toujours extrêmement sympathique et prégnant. Donc j'espère que ça ne gêne pas trop les auditeurs. C'est du bruit, la sécurité. mais bon, donc c'est pas le segment le plus sur lequel on est le plus fragile dans la réponse NRBC. On est plus fragile dans la partie détection, dans la partie protection individuelle des intervenants, on le voit. Prolonger ce que disait Bruno, c'est évidemment, on a beaucoup de compétences en France. Après, il s'agit surtout effectivement de les structurer, les organiser ensemble, et puis de développer toujours des nouveaux protocoles. Mais ça, les laboratoires savent le faire et c'est intrinsèque. Je reviens quand même à la question des réactifs, qui reste une question majeure. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur protocole du monde, si le réactif de détection à l'origine n'est pas bon, votre protocole ne donnera pas de bons résultats. Et cette production de réactifs vis-à-vis d'agents, en particulier de la menace, c'est des choses très spécifiques et très fines à faire. Et ça demande vraiment des efforts. Et au sein du CEA, nous, on a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, de produire des réactifs de qualité pour détecter les agents de la menace réels. Voilà. Alors, il nous reste encore 5 minutes pour terminer ce talk vidéo, mais je voudrais revenir sur comment bien s'organiser, de votre point de vue, sur la préparation d'un grand événement. Parce que moi, je me mets à la place d'un organisateur qui est spécialisé soit dans le rugby, soit dans le football, soit dans la course automobile, soit dans le machin. Quand on lui parle NRBC, c'est pas sa tasse de thé, comme on dit, c'est normal. Donc finalement, il se retrouve face à un certain nombre de risques. Ces risques sont globaux. C'est les risques d'attentats de toute nature, donc armes, explosifs, NRBC. Comment faire cette approche globale de sécurité? Est-ce qu'on est assez mature sur l'intégration de l'ensemble de ces technologies à travers un concept d'emploi global? Alors, je ne sais pas qui veut travailler là-dessus. Là, je vais prendre ma casquette de président du groupement d'intérêt économique défense NBC, qui regroupe l'ensemble des entreprises françaises opérant dans le domaine du NBC. La réponse, est-ce qu'on est mature pour intégrer des nouvelles technologies, travailler des nouveaux concepts d'emploi? Je crois que la réponse, elle est non. Les industriels ont fait énormément d'efforts dans les 10 dernières années, même dans les 15 dernières années, pour développer des nouvelles technologies. Je crois que maintenant, à peu près à toutes les menaces, il y a une réponse. Alors, elle est plus ou moins satisfaisante. Elle permet de faire des détections, des fois dans la seconde, des fois dans la minute, des fois dans l'heure. Mais au moins, elle permet de faire des choses, elle permet d'avancer. On va dire, certaines technologies en sont à la 2e, voire à la 3e génération. Est-ce qu'elles sont toutes passées sur le terrain? C'est-à-dire qu'elles ont toutes trouvé des forces d'opération qui les ont intégrées dans leur concept d'emploi? La réponse est non. J'aurais tendance à dire que si ce travail-là n'est pas fait, les générations d'après n'arriveront pas, parce que les entreprises n'auront pas les moyens de continuer à financer la R&D de manière infinie pendant des années et des années.
Et pour répondre à votre question sur les grands opérateurs, les grands organisateurs d'événements, moi je crois intimement que ces grands organisateurs, et je les comprends, réagissent à la norme et à la pression normative à la loi. Si on veut faire du NBC, il faut que le NBC devienne un réflexe systématique et qu'on n'y pense plus. Alors je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, mais il y a probablement une norme, un texte, un arrêté, je ne sais pas quoi, quelque chose qui impose à ces organisateurs d'avoir un certain nombre de vigiles en fonction du nombre de personnes considérées dans l'événement, du nombre de sorties, etc. Et ils n'y réfléchissent plus. Et à partir du moment où vous avez cette imposition, vous avez un marché qui se met en place avec des sociétés de services dans le domaine de la sécurité qui savent répondre, qui savent aller visiter un stade et dire, ben voilà, vous avez tant de sorties, tant de personnes présentes, je vais vous mettre tant de vigiles, ça répond à la norme. On a la même chose d'ailleurs dans le secours à personne. Voilà, exactement. Dans le NRBC, ces normes n'existent pas. Si on veut qu'il y ait un vrai marché de la protection des grands événements, je pense que nous devons aller vers ces modèles. Alors effectivement, les opérateurs, ils verront ça comme des contraintes, mais c'est probablement une des seules façons de noyer l'équipement et de noyer l'effort collectif d'équipement et de concept d'opération et de protection, de le noyer dans le quotidien, dans le geste de tous les jours, pour que chaque fois qu'il y a un match de foot, avec un texte qui dit qu'il y a plus de 10 000 personnes dans le stade, on ait une obligation de faire une fouille, un contrôle radiologique, de mettre une détection chimique à tel endroit critique, d'avoir une chaîne de décontamination prépositionnée en cas de. Je ne sais pas ce que dira la norme. Je ne sais pas si elle parlera d'effets à atteindre ou si elle ira jusqu'à spécifier certains matériels. Mais tant qu'elle n'existe pas, les opérateurs ne prendront pas ça en compte. C'est pas aussi un changement de modèle économique avec plutôt des prestations de services? Pourquoi pas? S'il y a une norme, qui dit business plan possible, dit on peut compter en France combien il y a d'événements de plus de X personnes concernées, des grands événements culturels, rassemblements à Bourges, à Belfort ou d'autres. C'est des cibles qui, à mon avis, sont potentielles pour les terroristes et sur lesquelles on peut faire des vrais business cases. Il y en a tant par an en France, ça coûte tant à la personne et donc il y a un marché qui s'ouvre de temps. Voilà. Et là, les industriels peuvent investir dans la durée. On a vu qu'il faut une instruction de l'État ou une norme. On le voit bien avec la SNCF et les portiques. Quand il y a eu l'attentat dans le Thalys, la SNCF a toujours dit que c'est impossible de mettre des portiques partout. Et là, il suffit qu'un ministre dise qu'il faut se pencher sur le sujet, la SNCF va commencer à regarder. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça ira dans l'installation de portiques dans toutes les gares, mais on peut faire le parallèle dans le domaine du NRBC. Si on dit que toutes les gares ou tous les événements doivent avoir un début de protection contre une menace NRBC, ils le feront sur instruction de l'État et probablement aussi avec des budgets de l'État d'ailleurs également. Les grands transporteurs, les opérateurs de transport. De toute façon, il y a toujours deux manières de faire. C'est on fait payer le consommateur ou on fait payer le citoyen. Alors à travers les impôts. Donc d'ailleurs c'est les mêmes à la fin. Donc ça ne change pas fondamentalement le dispositif. Est-ce que c'est la même approche que vous recommanderiez? Absolument. Alors déjà, je voudrais juste, il y a déjà une démarche qui est un peu en cours autour des OIV et installations d'importance vitale, où justement maintenant il y a un certain nombre de recommandations. Et, alors je ne suis pas spécialiste des normes et des lois, mais il y a déjà cette démarche en cours. Après, effectivement, c'est comment ça se décline concrètement, et je suis d'accord. Évidemment, tant que ça ne sera pas complètement imposé, on aura du mal à tirer à la fois le marché et les concepts d'emploi. Ce qui est important aussi, c'est la qualité intrinsèque de ce qu'on peut proposer, c'est-à-dire quelle est la qualité intrinsèque du détecteur et quelle est la qualité intrinsèque de la chaîne analytique qu'on va pouvoir proposer en réponse. Et ça renvoie aussi à de la normalisation, c'est-à-dire que par exemple, on a beaucoup travaillé sur une norme qui garantit la qualité des performances affichées pour un détecteur bio, par exemple. C'est-à-dire comment on va les tester, les intercomparer de manière indépendante, avec une garantie de fiabilité et de qualité. Ça marche pour l'équipement individuel, mais après, il faudra se poser la question de la chaîne analytique. C'est-à-dire du système. C'est-à-dire que si je connecte tel détecteur avec tel bioconnecteur et tel système d'identification à la fin, quelle performance ça me donne, en combien de temps, et puis si j'enlève une brique, est-ce que je dégrade beaucoup la performance par rapport au centre de déploiement? Donc il y a toutes ces réflexions-là vraiment à mener. Alors nous, on est vraiment engagés là-dedans, et par exemple, on va tester une véritable chaîne analytique bio au printemps dans un SDIS en France pour vérifier à la fois que sur le terrain, ça correspond au concept d'emploi, et puis en parallèle, on va les faire évaluer de manière indépendante pour la qualité intrinsèque des matériels. Mais je pense que c'est aussi important de faire ça parce que certes, il peut y avoir des règlements ou des normes ou des lois qui recommandent l'achat de systèmes RBC, mais encore faut-il que ces systèmes RBC-là soient de la qualité et répondent aux besoins. C'est-à-dire, pour la surveillance de masse, c'est sensible,
robuste, peu de faux positifs, sans trop limiter les... Voilà. Donc il y a un choix à faire technologique aussi. Alors Brian, vous avez Smith est présent aussi beaucoup à l'international, comme d'ailleurs les entreprises françaises. Mais qu'est-ce que vous observez dans d'autres pays? Est-ce que c'est la même démarche? C'est plus structuré? C'est moins structuré? Comment vous voyez cette démarche vis-à-vis des grands événements? Notamment, vous avez eu au Royaume-Uni la Coupe du Monde de rugby il n'y a pas longtemps. Est-ce que le NRBC a été pris en compte ou comment vous avez travaillé là-dessus? Je crois que la technologie, elle est là. Pour moi, peut-être le problème, c'est qu'on utilise la technologie après l'événement, après quand il y a quelque chose qui se passait. Donc, on faut être plus réactif par rapport à ça. Et le problème avec notre technologie, globalement, c'est qu'on a besoin toujours de quelqu'un pour utiliser. On n'est pas les technologies qui restent là-bas et il n'y a pas personne stand-off, Oui, voilà. faut du personnel. Donc peut-être ça c'est la prochaine étape. Parce ici on a une technologie qui reste dans un bâtiment, dans l'entrée, dans les grands événements, qui fait son analyse. S'il y a 10 personnes ou une personne ou 100 personnes qui passent, ils analysent tout le temps. Peut-être ça c'est la prochaine étape pour la technologie d'aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, on a les technologies pour détecter les traces, la vapeur, l'explosif, le narcotique. On a tout ça. Aujourd'hui, on a ça. Mais ça prend le monde pour l'intégration et le monde pour opérer chaque pièce. Et peut-être ça, c'est un petit problème. C'est-à-dire l'intégration de l'ensemble de ces technologies, des concepts d'emploi au sein de forces qui ont des multimissions et qui n'ont pas toujours la totale des compétences. Donc il y a un vrai sujet de multicompétences des forces en présence, au-delà des équipes spécialisées. Et qui sont souvent sous critique en termes de quantité. On a spécialisé, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on a spécialisé le NBC de plus en plus dans des équipes spécialisées, en faisant disparaître, au détriment du NBC pour tous et de la compétence de tous, à minima, quel que soit le primo-intervenant, quelle que soit la force. Peut-être qu'il faut que le balancier retourne un peu en arrière et que tout le monde sache en faire un peu. Très bien. Écoutez, je crois ça nous fait un petit peu cette conclusion pour ce talk vidéo sur les grands événements. Donc encore beaucoup de travail. On a vu un peu les technologies, ce qu'on est capable de faire, les voies de progrès et surtout essayer de mobiliser les opérateurs, les pouvoirs publics, de le faire à travers, je dirais, des textes qui permettent de guider les opérateurs de grands événements sur les aspects doctrinaux, conceptuels et également d'équipement et de dotation des forces. Et puis également tout ce travail, je dirais, d'amélioration et de R&D ininterrompu qui doit être fait pour rendre le NRBC, je dirais, de plus en plus accessible pour l'ensemble des opérateurs. Donc je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain talk vidéo Milipol d'ici 2h, 14h, 14h30. Merci.